Bienvenue à cette seconde séance du cours de théorie des systèmes d'exploitation et de pratique de GNU Linux. Ce chapitre, nous sommes toujours dans le chapitre d'introduction et le sujet du jour est l'histoire de GNU Linux. GNU Linux, ça signifie GNU plus Linux. Souvent on appelle Linux, on qualifie Linux système d'exploitation. C'est faux parce que Linux à lui seul n'est que le noyau. Un système d'exploitation, c'est beaucoup plus. C'est le noyau plus un ensemble d'outils qui permettent à l'utilisateur d'utiliser un système complet. Là, avec juste le noyau, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer des programmes, mais vous n'avez aucun programme à lancer. Donc finalement, vous ne faites pas grand-chose. GNU Linux, donc, c'est le rapprochement de deux projets qui ont émergé à quelques années d'écart l'un de l'autre. Il y a d'abord GNU, qui voulait, de la volonté de Richard Stallman, créer un système d'exploitation qui ressemblait à un autre système d'exploitation existant à l'époque, qui s'appelait Unix. Simplement, la philosophie était différente. Il s'agissait d'avoir un système d'exploitation libre, qui garantisse les libertés de l'utilisateur. Oh là là, ils étaient déjà en avance sur leur temps. Et il s'agissait que n'importe qui puisse y contribuer, le réutiliser, l'adapter à ses besoins. Bien sûr, le logiciel était gratuit. Il faisait une grosse différence. Il n'y avait pas un but d'être commercialement rentable. Quelques années après le début du projet GNU, qui n'avait pas encore de noyau et seulement des utilitaires de base, qui sont tout aussi importants pour une distribution, a commencé le développement de Linux. Linux, on le doit à Linus Torvalds, un étudiant finlandais à cette époque-là, qui a commencé ce projet. Qui d'ailleurs a su mobiliser une communauté et créer le Linux qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il ne l'a pas fait seul. Je crois qu'il y a plus de 4000 ou 5000 contributeurs actifs de Linux actuellement. On verra ça sur l'infographie à la fin de cette séance. Donc le rapprochement de ces deux projets, ça donnait des distributions exploitables qu'on pouvait utiliser. Dans les projets GNU, nous avons beaucoup de logiciels. Entre autres, nous avons les core utils, dont je vais vous parler juste après, qui contiennent les utilitaires de base pour manipuler des fichiers. Mais vous avez également des logiciels qui vont s'exécuter bien plus tôt, qui vont prendre part à la séquence de démarrage du système d'exploitation. Je n'ai pas encore nommé, mais je vais le faire, je parle de Grub. Grub est ce qu'on appelle un bootloader, ou un amorceur. Son rôle, c'est de lancer le système d'exploitation. Pourtant, il n'est pas le premier à se lancer sur la machine. On va faire ensemble le scénario de ce qui se passe quand moi, utilisateur final, j'appuie sur le bouton d'alimentation de ma machine. Mettons que je le fasse. Je vais d'abord, mettre sous tension ma carte mère. La carte mère va lancer un ensemble de routines qu'on appelle l'UEFI. Avant l'UEFI, ça s'appelait BIOS. C'était beaucoup moins évolué, beaucoup plus de failles de sécurité, et heureusement, ça a évolué. Donc le BIOS, c'est un composant logiciel intégré à la carte mère, sur sa mémoire morte, qui va vérifier l'état du système. On va vérifier que l'alimentation est bonne, on va faire une découverte des périphériques et du matériel, sur les bus, etc. Et va initialiser la sortie vidéo, va initialiser le clavier, tout ça dans une étape qu'on appelle le POST. Le POST pour Power On Self Test. Et donc, une fois que le POST est fini, l'UEFI, il a fait son travail, il n'a plus rien à faire. Et il lui reste à se décharger de la tâche importante qui est de démarrer le système d'exploitation. Le problème, c'est que l'UEFI, il est très standard et qu'il ne sait pas s'adapter à tous les systèmes d'exploitation qui peuvent exister ou qui pourraient même sortir après la mise sur le marché de la carte mère. Et dans le monde du PC, on aime bien les standards. Alors on s'est dit, on va créer quelque chose de standard. Quand le BIOS a fini, quand le BIOS et l'UEFI ont fini leur tâche, ils vont déléguer leur travail à un autre programme qu'ils vont trouver parce qu'il sera un emplacement standard sur les disques. Donc le BIOS va prendre les disques dans l'ordre où ils sont dans un certain ordre, qu'on appelle l'ordre d'amorçage des disques. Et puis dès qu'il va rencontrer un programme d'amorçage, Grub, on arrive à l'étape 2, eh bien il va le lancer. Et là, Grub va faire sa magie. Grub, par exemple, dans le cas de Linux, va aller détecter tous les systèmes d'exploitation connus
sur le disque, ou les disques. Il pourrait y rencontrer un Windows et un Linux qui cohabitent. Ça n'est absolument pas un problème. Faut juste pas que les deux systèmes d'exploitation soient lancés en même temps, parce que comme je vous l'ai appris dans la séance précédente, le système d'exploitation a l'exclusivité du contrôle du matériel, donc ils ne peuvent pas être deux en même temps. Grub va en lancer l'un ou l'autre. Vous pouvez interagir avec Grub pour sélectionner lequel et pour personnaliser les arguments du démarrage du noyau. Là, par exemple, sur la petite capture que vous avez, on va démarrer une version spécifique d'Ubuntu avec un kernel particulier, la version 5.4,59. Bref, démarrage de la mise sous tension de la machine, vérification de l'état du système, délégation du démarrage des OS à Grub. Grub démarre l'OS sélectionné avec les bons arguments. Le projet GNU, c'est beaucoup plus que simplement Grub, non pas qu'il ne nous rende pas déjà de fiers services. C'est également une bibliothèque standard pour le langage C et un compilateur, toujours pour ce langage. Alors, qu'est-ce que le langage C ? Je ne vais pas vous faire un cours sur le langage C en entier, parce que apprendre le langage C, c'est un cours en tant que tel. Par contre, vous pouvez savoir dès maintenant que c'est le langage avec lequel est construit le kernel de Linux. Je crois qu'il y a plus de 20 millions de lignes de code dans le kernel de Linux. Bref, beaucoup de code, et heureusement, il est écrit dans un langage que les ingénieurs et les développeurs comprennent. Parce que ce qu'on avait avant le C, bon, on a eu quelques étapes intermédiaires, mais vraiment avant le C, c'était l'assembleur. Du code machine inexploitable pour un expert, enfin pour un utilisateur humain. Dès que le programme dépassait une certaine taille, c'était plus la peine d'essayer de s'y retrouver. Le code C, c'est une abstraction de cette complexité. Et le kernel Linux est développé en grande partie avec le code C. Et il y a quelques zones qui ne peuvent pas être faites en C parce qu'ils sont beaucoup trop proches de la machine, des routines du processeur, etc. Celles-là sont en assembleur. Mais on n'a pas encore besoin de ce niveau de détail. Le code C vient avec de l'abstraction, donc aussi bien par sa syntaxe que par un ensemble de fonctionnalités qui existent de base. Ces fonctionnalités de base, on les retrouve dans la bibliothèque standard C. Il y en a plusieurs. Aussi étonnant qu'on puisse parler quand on parle de standard, il y en a plusieurs. Finalement, standard, ça fait plutôt référence au fait qu'elle suit une norme standard. Donc cette bibliothèque, dans son implémentation par GNU, s'appelle la GNU C Library. Elle va contenir des fonctionnalités du type mathématique, donc des fonctions toutes prêtes comme cos et sin, que les développeurs peuvent réutiliser dans leur programme en C. Elle va contenir des algorithmes assez avancés comme les algos de tri, qui ont des enjeux de performance ou qui sont suffisamment complexes pour risquer de planter s'ils sont réimplémentés à chaque fois. Elle va mettre à disposition des développeurs des interfaces vers le noyau pour communiquer avec le noyau. Je vous l'ai dit, le noyau gère les périphériques, par exemple, et le matériel. Par exemple, si un programme veut écrire dans un fichier, il est obligé de demander au noyau de le faire, mais il communique avec le noyau par l'intermédiaire de la bibliothèque standard. Pour écrire dans un fichier avec la bibliothèque standard, on va utiliser une fonction du type qui va s'appeler quelque chose comme write. On va lui donner un descripteur de fichier et on va lui donner le contenu à écrire. Si vous n'aviez pas la bibliothèque C et que vous deviez le faire, on va dire sans couche d'abstraction, il faudrait que vous manipuliez directement le driver du disque, que vous communiquiez en binaire avec lui. Bref, heureusement que la bibliothèque standard est là pour nous rendre ce service. Donc là, on en était encore au niveau du code écrit par un humain. Ce code n'est pas exécutable par la machine sans une transformation préalable. Transformation que l'on appelle la compilation, et ce service nous est rendu par un compilateur. Il existe des compilateurs pour de nombreux langages. Pour C, on a Clump, on a GCC, puis plein d'autres. Dans le monde de Linux, c'est GCC qui fait référence, et c'est GCC qui compile officiellement Linux. On va conclure cette partie sur GNU avec Bash et les core utils. Bash, vous le voyez en action sur la petite capture vidéo. C'est un environnement dans lequel l'utilisateur peut taper des commandes, donc les taper au format texte, et où les réponses seront également en format texte. Une commande,
c'est un nom de programme. Par exemple cd, ls, man ou encore less, dont on va parler dans quelques secondes. Donc c'est une commande et des arguments. Tout ça donc sur la ligne de commande. Chaque fois que vous tapez une commande, vous allez lancer un programme. Par exemple, un des programmes du Core Utils. cd, pour exemple, est l'acronyme de Change Directory. Il vous permet d'explorer l'arborescence des répertoires, de changer de répertoire. L'environnement bash à chaque fois la notion de répertoire courant. Donc toute commande que vous lancez se fait relativement au répertoire dans lequel vous êtes. Si vous lancez la commande ls, vous aurez les fichiers visibles dans le dossier actuel, donc le répertoire actuel. Si vous faites un cd pour remonter dans par exemple l'arborescence parent, et que vous refaites ls, vous aurez cette fois-ci une autre liste de fichiers. Logique, vous n'êtes plus dans le même dossier. Pour avoir plus de détails sur les fichiers, vous pouvez personnaliser la commande ls avec des arguments. Mais quels sont les arguments disponibles? Soit vous pouvez faire une recherche sur internet, bien sûr, soit vous pouvez vous prendre référence sur le manuel. Le manuel est accessible par la commande man. Tout programme qui s'installe sur le système a possibilité de venir avec une documentation intégrée et cette documentation sera visible à ce moment-là dans le manuel. Pour avoir la documentation, par exemple, de ls, pour lister les fichiers, je ferai man ls. Si je veux avoir la documentation sur ce qui est exactement le bash, je ferai man bash. Enfin, si je fais ls dans un répertoire qui contient plus de 1000 fichiers, la sortie texte sera beaucoup trop longue. Elle va dépasser largement mon écran. Ça va pas être pratique de lire en fait cette sortie. C'est pour ça qu'on a des petits utilitaires supplémentaires. Donc la dernière démonstration, je vous parlais de less. Less, par exemple, vous permet de paginer des résultats et utiliser des flèches de navigation pour passer d'une page à l'autre. Voilà. C'est à ça que ressemble donc un environnement non graphique, un environnement en ligne de commande. Mine de rien, nous venons de passer un long moment sur les différents logiciels de la suite GNU. Donc, si j'ai pris ce temps, c'était principalement pour que vous sachiez faire la différence entre GNU et le noyau Linux lui-même. Ils n'ont pas les mêmes rôles, et en même temps, ils ont une fonction très complémentaire, à un tel point que on appelle souvent les systèmes GNU Linux simplement Linux. Donc je voulais bien démystifier les choses et mettre ça au carré. Vous devez savoir que les logiciels de GNU ne sont pas spécifiques à Linux. Il y a eu un rapprochement dans les années 90, quand les deux projets avaient finalement la même finalité, qui était de reproduire un système d'exploitation complet similaire à Unix, dont on va parler. Et cette alliance qu'il y a eu entre les deux projets n'était simplement qu'un concours de circonstances, parce qu'ils étaient complémentaires. Dans l'absolu, Bash, par exemple, n'a pas été fait spécifiquement pour Linux. Il a été fait pour fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation, qui serait conforme à la norme POSIX, norme qui justement était dérivée de ce système d'exploitation antédiluvien qu'on appelle Unix. Unix a eu tellement de descendants qu'on parle maintenant de famille Unix. Vous avez dans les descendants macOS, ou encore FreeBSD, OpenBSD, etc. et autres systèmes BSD. Vous avez même des solutions complètement propriétaires par Oracle, par Sun comme Solaris, ou encore par HP comme HPUX. À part Linux, tous ceux que je viens de mentionner sont considérés comme des Unix, parce qu'ils sont strictement conformes à la norme POSIX et qu'ils ont été certifiés pour cela. Linux n'a pas été certifié, du coup on parle simplement de Unix-like. Ils sont très très proches, mais pas certifiés. Voilà qui explique pourquoi Bash est par exemple nativement installé sur macOS, mais que vous le trouverez également sur OpenBSD. Je vais conclure cette séance avec une petite infographie signée Intel, infographie qui date de 2017, donc qui va nous donner un aperçu du paysage de GNU Linux il y a quelques années. À ce moment-là, Linux était déjà en pole position sur le marché des supercalculateurs, le High Performance Computing, HPC,
Avec 99% de part de marché à l'époque, je crois que le dernier bastion du top 500 est tombé en 2020. À l'opposé, sur des machines de très faible puissance, donc l'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets, on occupe quand même 80% de part de marché avec Linux. Donc ces appareils-là ont des capteurs, des contrôleurs de capteurs, des petits systèmes industriels ou encore des caméras IP. Linux, c'est aussi très présent sur des applications dites critiques, militaires, mais également sur les marchés financiers par exemple, où 90% des places boursières ont recours à Linux comme système d'exploitation. Et pour terminer cette infographie, on va prendre le noyau avec ses quasiment 20 millions de lignes de code. 20 millions de lignes de code dans le noyau, ça inclut tout ce qui est driver et support matériel. C'est vous dire à quel point Linux fait beaucoup de choses et est capable de s'adapter à beaucoup de matériel. Cette séance touche à sa fin. Ça a été une séance assez riche, notamment par cette visite de l'écosystème dans lequel gravite Linux. Vous avez pu découvrir que Linux, ce n'est que le noyau, et qu'une distribution, c'est bien plus. Vous avez découvert notamment les core utils et le projet GNU, qui ont apporté énormément à Linux. Vous avez aussi pu prendre connaissance de cette variété d'OS qui existent et qui ont un parent commun avec Linux. C'est tous les systèmes dérivés de Unix. Et ils respectent la même norme, la norme POSIX. Linux est légèrement à part dans cette famille, puisqu'il il n'est pas à proprement parler un système d'exploitation Unix. Il n'a pas passé la certification POSIX. Aussi, maintenant que vous avez pu situer les différents systèmes d'exploitation dérivés d'Unix, on va pouvoir parler des variantes qui existent des distributions Linux. Et donc, il y en a beaucoup, plusieurs centaines. C'est quelque chose qu'on verra dans le prochain cours. On va retenir que les plus importantes, les quelques grandes familles, voir également les quelques classifications par cas d'usage de ces distributions. Et puis, vous allez faire la découverte d'Ubuntu, la distribution que nous utiliserons dans ce cours, pour la partie pratique.